Quand on parle du populisme, il y a un élément clé de la définition qui est donné par Margaret Canavan. Le populisme, c'est l'appel au peuple. Mais l'appel au peuple, c'est aussi la démocratie. Et donc tout de suite, on voit une difficulté qui est, mais est-ce que le populisme menace la démocratie ou est-ce que le populisme est une condition de la démocratie? Et cette interrogation, la science politique peut chercher à l'éclairer, peut-être même à répondre. C'est pourquoi la science politique, je crois, est fondamentale. Il y a aujourd'hui dans le monde démocratique un phénomène politique nouveau, même si on compte quelques années désormais pour son existence, c'est le populisme. Et c'est le sujet auquel je consacre un cours en master affaires publiques à Sciences Po. Évidemment, c'est un cours qui porte sur un objet, le populisme, particulier au sens où il n'est pas très clair de savoir de quoi on parle quand on parle du populisme. Et donc le premier objectif de ce cours, c'est d'essayer de définir cette notion dont on sent bien qu'elle est centrale dans le monde démocratique aujourd'hui, qu'elle agite les pays démocratiques, pas seulement la démocratie d'ailleurs, mais on se concentre beaucoup sur les pays démocratiques, largement les pays européens, mais aussi les États-Unis. On voit bien que c'est important aux États-Unis, l'Argentine, qui a de formes nouvelles aujourd'hui, qui peuvent s'apparenter à du populisme, et essayer de comprendre quelles sont les origines de cette réalité politique que l'on peut grosso modo définir comme des mouvements politiques qui appellent au peuple, qui remettent en question la démocratie représentative, qui critique le fonctionnement de la démocratie en considérant que la démocratie n'est pas suffisamment démocratique. C'est je dirais, la principale critique que l'on peut établir quand on observe la critique populiste de la démocratie. Et donc c'est l'idée que par l'appel au peuple, par la démocratie directe, le référendum, etc., on pourrait davantage gouverner de façon démocratique. C'est aussi un discours qui repose beaucoup sur la critique des élites, sur la dénonciation des élites, qui sont ceux qui dirigent. Et dans la bouche des leaders populistes, c'est pas toujours très clair. Ce sont les puissants, c'est une caste, ce sont des riches, des ultra-riches, ce sont des experts aussi, souvent, qui sont pointés. Et donc une catégorie assez lâche, mais qui fonctionne dans le discours populiste avec beaucoup d'écho, beaucoup de succès. Donc on met en cause les élites qui sont incompétentes. Nous n'arrivons pas à vivre heureux parce que les élites ne sont pas capables de gouverner. Elles sont aussi corrompues. Le populisme insiste beaucoup sur la corruption des élites. Elles sont corrompues, ce qui peut vouloir dire aussi d'ailleurs qu'elles sont achetées par des forces étrangères, donc corrompues, et en même temps elles manquent évidemment à leur devoir patriotique. Elles sont soupçonnées de ne pas avoir d'appartenance réelle et de servir plutôt leur groupe social, leur monde particulier que le pays pour lequel elles gouvernent ou le peuple qu'elles représentent. Voilà, c'est cet univers-là qui fait le populisme. Évidemment, les populistes, lorsqu'ils s'organisent en partis politiques, ont pour adversaires, pour compétiteurs, d'autres partis de gauche et de droite, d'autres partis politiques qu'ils dénoncent, que les populistes dénoncent comme étant des partis du système, et les populistes eux-mêmes se considèrent comme les représentants de l'antisystème. Ils revendiquent cette position antisystème, c'est je dirais, un point fort de leur discours et de leur programme, disqualifiant les partis classiques et les partis modérés de droite et de gauche pour avoir échoué, gouverné longtemps, etc. Et on leur applique d'ailleurs volontiers les mêmes critiques que les critiques adressées aux élites. Ce sont souvent d'ailleurs des éléments supposés composer le monde des élites. Et puis, selon les pays, mais là on a tous les pays européens que l'on peut réunir pratiquement, je veux dire de l'Union européenne en une seule catégorie, il y a un discours sur cette Union européenne qui est dénoncé par les populistes comme un pouvoir supranational, un pouvoir illégitime, un pouvoir qui vient exercer une domination non démocratique sur des peuples démocratiques, eux, qui sont bridés, conduits par une Union européenne
dans laquelle les populistes, le plus souvent, ne se reconnaissent pas. Il faut quand même préciser ici qu'il y a beaucoup de temps dans tout cela, un quart de siècle de populisme en Europe, si on veut faire une histoire relativement ramassée. Ça fait à peu près 25 ans qu'en Europe, il y a vraiment un phénomène populiste. Il évolue évidemment constamment. Et à ce sujet-là, je parlais de l'Union européenne, il y a toujours un discours anti-européen chez les populistes. Mais enfin, ils sont aussi désormais presque tous convaincus qu'il n'est pas possible de proposer une sortie de l'euro à leurs électeurs sans risquer d'être battus. On a un phénomène populiste qui est une forme de dissidence, de contestation anti-système. Mais malgré tout, jusqu'à présent, il y a aussi une intégration de ces populistes dans le système européen. Au Parlement européen, ils sont maintenant très nombreux. C'est même si on prend les populistes élus au Parlement européen, les populistes de droite qui sont les plus nombreux, si on les prend au niveau du Parlement européen en tant que tel, et si on en fait un groupe, il existe plusieurs groupes, mais si on en fait un groupe statistique, c'est un groupe qui pèse autant que le PPE. Donc qui est le parti le plus important, le parti de droite. Donc c'est un vrai phénomène au plan électoral à l'échelle européenne. Et il faut bien se dire que tous ces députés populistes sont anti-européens. Je ne dis pas ça pour ironiser d'ailleurs, mais c'est pour voir un petit peu la complexité de leur situation. Et que tous les partis populistes de la zone euro n'évoquent plus qu'à bas bruit. Ça leur arrive d'en reparler, mais généralement n'ont pas pour programme de renoncer à l'euro s'ils gouvernent. Et lorsqu'ils gouvernent, vous voyez l'Italie, avec Giorgia Meloni, n'ont évidemment pas l'idée de quitter l'euro. Donc c'est quand même un mouvement qui se caractérise en se développant aujourd'hui électoralement par une intégration croissante. Si on veut, comprendre les déterminants du populisme en Europe en particulier, il y a une dimension classique, je dirais, que l'on retrouve dans tous les populismes, y compris les plus anciens, par exemple le boulangisme en France au XIXe siècle, le poujadisme en France au début des années 50, le People's Party aux États-Unis au XIXe siècle. On pourrait multiplier les exemples de populisme particulier, contingent. Il y a toujours cet élément de réaction d'une partie de la société à une grande transformation historique. Tout change tout d'un coup. Tout change très vite, en quelques années, quelques décennies, et chacun a le sentiment que sa position sociale, sa compréhension de la marche du monde est ébranlée, qu'elle est menacée même parfois. D'autres y voient des opportunités, et c'est ainsi. Il y a des gagnants et des perdants dans ces grandes transformations historiques. Et tous les perdants cherchent à porter à ce que leur représentation soit présente, à ce que l'on représente leurs protestations. Et ce sont en général des sources de création de partis qui vont devenir populistes. Nous avons évidemment en Europe depuis une trentaine d'années, en gros la globalisation pour aller vite, nous sommes dans une phase de grande transformation historique. La globalisation, le vieillissement démographique de l'Europe, les grandes crises financières, la crise climatique, la transformation du monde culturel, médiatique, la numérisation, Internet, les réseaux sociaux, les phénomènes migratoires, très importants aussi. Ce sont des grands facteurs transnationaux qui agissent dans un sens de transformation, je pense moi, du monde entier, pas simplement des Européens ou des Américains ou des Occidentaux, le monde entier. Nous sommes tous déstabilisés par ces changements. Mais dans le système démocratique, ces changements peuvent être accompagnés de facteurs spécifiques, par exemple le vieillissement démographique, qui n'est pas le propre de l'Europe, mais qui existe en Europe, pas partout, il existe en Europe, ajoute au sentiment du changement radical un sentiment de perte, voire de déclin. Et donc une certaine morosité, inquiétude qui peut travailler l'espace politique et donner de l'intérêt pour les électeurs à des discours négatifs, des discours de défaite, des discours de revanche à prendre, des discours de combat à mener, dans lesquels se retrouvent volontiers les populistes. C'est aussi dans ce contexte-là que les Européens sont particulièrement sensibles au phénomène migratoire. On ne peut pas comprendre la poussée populiste si on n'intègre pas la question migratoire, c'est-à-dire, au fond, comment font les démocraties européennes, spécifiquement en Europe, mais je pourrais citer les États-Unis, on a des exemples très concrets aujourd'hui de tout cela, mais comment font les démocraties européennes pour réguler l'immigration, pour intégrer les arrivants, de telle sorte que
les populations déjà là trouvent dans ce mouvement migratoire les ressources que ces mouvements représentent et non pas les menaces qu'ils peuvent évoquer en termes de conflits interculturels ou d'opposition même plus virulente. Je pense notamment, je dis cela parce que je pense notamment aux effets qu'a pu avoir sur le populisme européen, la vague islamiste au moment des caricatures danoises en 2005 et des réactions que ça a pu provoquer, jusqu'à l'attentat contre Charlie Hebdo, qui est une des conséquences de cette affaire des caricatures, ou la vague terroriste qui a pu frapper l'Europe en général, la France en particulier. Ce sont des éléments qui poussent d'une façon très nette les électeurs vers une interrogation sur le degré d'ouverture qui appelle des frontières, etc. Donc on a des thématiques qui sont ici des thématiques favorables aux entrepreneurs populistes. Et il y a des questions aussi qui sont extrêmement classiques, je dirais, sur ce que moi j'appelle pour ma part le patrimoine matériel, le niveau de vie qui est menacé, qui se dégrade par l'évolution de l'Europe, le vieillissement démographique, je l'ai dit, le déplacement du centre économique du monde vers l'Asie et le fait que l'Europe est un petit peu maintenant en tenaille entre l'agressivité américaine et le dynamisme asiatique en général, chinois en particulier, peut donner le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, que l'Europe est la grande victime de cette réorganisation du monde et les Européens sont touchés dans leur niveau de vie, que ce soit en termes de rémunération ou de standards sociaux, par exemple. Est-ce que l'État-providence européen, si fameux, si nécessaire à la démocratie européenne, peut résister dans un tel système de vieillissement démographique, donc de personnes plus nombreuses à dépendre du système social et de ressources plus difficiles à trouver en raison du déplacement de l'activité économique. Donc ce sont des questions absolument majeures. Et on peut dire ici, sans se tromper, que je crois en tout cas que cette protestation qui est très liée à ce changement historique qui nous saisit tous, en particulier en Europe, mais je crois aussi dans le monde occidental, et dans un monde démocratique, et il faut insister là-dessus, ce changement historique si profond ne va pas s'arrêter tout de suite. Il va continuer pendant des années. Les étudiants de mon cours à Sciences Po vont vivre leur vie sous ce régime-là. Et pour moi, c'est essentiel de comprendre ce que c'est que ce populisme, parce que cela va fabriquer le futur des générations qui viennent étudier à Sciences Po aujourd'hui. Il faut connaître ces données. Et il faut savoir les étudier. Ça, j'ai souvent beaucoup de cœur à expliquer cela. Il faut accepter de manière clinique d'étudier ce problème dans toutes ses composantes sans a priori. Ce n'est pas simple comme sujet. On est parfois mal à l'aise. On doit évoquer des sujets qui sont sensibles, qui sont compliqués. Mais moi, je suis très intéressé à cette idée que c'est le futur des étudiants que nous préparons ici avec eux. Et c'est aux étudiants qu'il appartient de se saisir de cette complexité, d'en dire, d'en penser ce qu'ils croiront devoir en dire et en penser, de prendre ce qui leur paraît pertinent, de ne pas prendre ce qui ne leur paraît pas pertinent, de construire un discours alternatif, d'analyser les choses d'une autre façon s'ils le croient nécessaire. C'est ça la vie de l'esprit, et c'est ce qui rendra service à ces étudiants plus tard. C'est ce qui, je crois, fera que notre institution Sciences Po sera utile à leur existence et utile à la cité. Il faut regarder les choses comme elles sont. Et parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, on ne comprend pas, c'est obscur. Parfois, on n'est pas sûr. Souvent, même, on n'est pas sûr. Et parfois, on ne sait pas si on va pouvoir en parler parce qu'on craint les malentendus. Tout ça, ça fait partie du travail de la connaissance. C'est un effort collectif sur cette nécessaire épreuve, je dirais, intellectuelle, sur la tolérance mutuelle que ça implique. On peut se tromper, on peut être maladroit, etc. Et sur l'immense modestie à laquelle ça appelle. Ce ne sont que des efforts pour y voir plus clair. Sciences Po.